que ça change si, effectivement, cette jeune femme, cette victime a été droguée? Alors, ça n'entraîne pas forcément la requalification du meurtre simple en assassinat. Ça n'est pas parce qu'il l'a droguée qu'il a planifié de la tuer. Il a pu la droguer uniquement parce qu'il a planifié de la violer. Et le viol, qu'il soit prémédité ou non, reste un viol. Je suis très prudent à ce stade dans cette affaire. J'entends, il a avoué le meurtre. Pas tout à fait. Il n'a pas avoué un homicide volontaire. Il a avoué lui avoir donné un coup de poing. Et ce coup de poing aurait causé la mort. À ce moment-là, on n'est plus du tout sur la qualification de meurtre, d'homicide volontaire. On est sur la qualification de coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est une qualification beaucoup plus basse, avec des peines encourues beaucoup plus basses. Donc pour le moment, il n'avoue pas à proprement parler un homicide volontaire et encore moins un assassinat. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi il a mis ce coup, précisément. En l'occurrence, ce coup dont il parle, alors que dans le même temps, il parle d'une relation consentie. Effectivement, c'est le début de l'enquête. Il va y avoir d'autres interrogatoires. Alors précisément, comment ça se passe là, Evie Bitton? Cet homme, ce jeune homme, il a 21 ans, on le rappelle, est en détention, est placé en détention provisoire. Qu'est-ce qu'il attend dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il consulte régulièrement son avocat? Dans ces cas-là, on se parle tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, effectivement, il peut consulter immédiatement son avocat en détention pour se préparer aux interrogatoires et aux investigations à venir. Les investigations importantes qu'il va y avoir lieu pendant ces environ 2 ans d'instruction qui nous attendent, déjà, évidemment, les expertises psychologiques et psychiatriques pour déterminer est-ce qu'il était responsable de ses actes au moment des faits? Est-ce qu'il est responsable pénalement? Est-ce qu'il est jugeable par une cour d'assises? Ça, c'est la première chose. Et puis, il va y avoir d'autres investigations très importantes, et je pense notamment, dans ce genre d'affaires, à une reconstitution. La reconstitution de la scène de crime, des faits, à laquelle il va devoir participer. Et à ce moment-là, cette reconstitution peut valider sa thèse d'une mort accidentelle ou à l'occasion d'une dispute, il aurait donné un coup de poing qui aurait entraîné la chute de la victime, qui se serait cognée, ce qui expliquerait peut-être effectivement ces contusions, ces hématomes au visage. Ou bien, au contraire, ça va totalement invalider sa thèse. D'ailleurs, sans libération volontaire avant le 7e jour, qu'est-ce que... Ça veut dire qu'à partir du 8e jour, on bascule dans une autre dimension judiciaire? C'est pour qualifier simplement la séquestration. D'accord. En fonction de la durée, effectivement, ça qualifie la gravité de la séquestration. Mais précisément, il y a plusieurs chefs d'accusation qui ne correspondent pas forcément à ce qu'a raconté ou avoué Lucas pendant sa garde à vue. On part de très large pour ensuite affiner au fil de l'enquête, c'est ça, volontairement? Vous avez tout compris. C'est la technique classique des juges d'instruction. Ils ouvrent leur instruction sur des qualifications larges et puis ensuite, au fur et à mesure des investigations, soit ils maintiendront ces qualifications, soit au contraire, ils les abandonneront. Pas un phénomène aggravant? C'est pas une circonstance aggravante? Alors attention. Le viol, c'est le viol, c'est ça? Non. La préméditation d'un viol n'est pas une circonstance aggravante du viol. En revanche, le fait de droguer et d'utiliser des substances, effectivement, pour violer la victime, ça, c'est une circonstance aggravante. Effectivement, l'autopsie va déjà nous dire, normalement, si elle a été droguée ou non. Si elle n'a pas été droguée, à ce moment-là, effectivement, lui invoque un rapport consenti et comme il n'y a pas de témoin de la scène, qu'est-ce qui va permettre de savoir si elle a été violée ou pas, si c'était un rapport consenti ou non? Alors, l'autopsie va nous montrer s'il y a eu des violences de son vivant qui pourraient nous indiquer à ce moment-là que ça serait un viol avec violence. Mais s'il n'y a pas eu de violence, ça peut être effectivement soit un rapport consenti, soit un viol sans violence. Un viol, par exemple, sous la menace ou sous la contrainte. Et qu'est-ce qui va nous aider à déterminer effectivement s'il y a eu rapport consenti ou viol dans ce cas-là? Ce sont notamment les expertises psychologiques et psychiatriques du mis en examen. Mais pour que ces expertises aboutissent, qu'elles soient utiles, encore faut-il qu'ils collaborent à ces expertises. Parce qu'ils gardent le silence pendant ces expertises,
on aura très peu d'éléments pour déterminer sa personnalité et savoir est-ce qu'il a pu passer outre un refus dans la relation sexuelle. Alors, pour compris ce qui s'est passé, il est dans un état de sidération. Parce qu'il est aussi dans son rôle, quelle est la ligne de défense là qui est en train de se dessiner du côté de l'avocat du meurtrier présumé? Écoutez, de deux choses l'une. Soit effectivement, il est lui-même dans un état de sidération par rapport à la situation, ce qu'on peut comprendre, par rapport aussi à ce qu'il a commis, soit effectivement c'est une stratégie de défense à ce stade. Il préfère garder le silence comme il en a le droit, en attendant effectivement de s'être entretenu avec son avocat pour bénéficier de ses conseils, en attendant aussi de connaître les résultats des premières investigations, puisque son avocat va avoir accès au dossier, et en fonction de ça, adapter son récit, adapter ses déclarations. Remarque, Avis Bitton, ce jeune homme de 21 ans risque la perpétuité, on est bien d'accord, hein? À ce stade, on ne peut pas encore le dire. Ça va dépendre des qualifications. Vu les chefs d'accusation. Alors, ça va dépendre, in fine, à la fin de l'instruction, des qualifications qui seront retenues par le juge d'instruction. Voilà. Effectivement, voilà, les qualifications peuvent évoluer, la préméditation peut apparaître, elle peut disparaître, le viol peut disparaître aussi. Donc ça va vraiment dépendre des qualifications qui seront retenues à l'issue de l'instruction. Et je rappelle que il reste beaucoup d'investigations à faire, une reconstitution, les expertises psychologiques et psychiatriques, peut-être que de nouveaux témoins vont apparaître, donc il faut être prudent à ce stade.